Savez-vous ce qu'il y a dans votre téléphone? Par exemple, dans l'écran. Vous avez plein de petites diodes qui représentent les pixels, qui sont de différentes couleurs. Oui, mais à l'intérieur d'une diode, il y a quoi? Une diode, en fait, c'est plein de couches. Ici, c'est l'échelle du micromètre. Et à l'intérieur de ces couches, il y en a encore d'autres. Regardez, quelques nanomètres ici. Quelques nanomètres, c'est quoi un nanomètre? Un nanomètre, si on prend un cheveu, c'est 1 million de fois plus petit. Lorsqu'on est dehors, il y a tout un tas de sources de poussière. L'être humain, par exemple, avec la peau qui se renouvelle, va produire énormément de poussière. Dans la nature aussi, ne serait-ce que le pollen, il y a beaucoup de poussière. Donc pour travailler, pour pouvoir fabriquer par exemple des téléphones, on va rentrer dans une salle blanche. On va se changer et puis après un petit passage sur un tapis rigolo qui va nettoyer le dessous de nos chaussures, on va enfiler une combinaison très spéciale. Il y a tout un protocole pour pouvoir l'enfiler et pour ne pas salir l'espace qui est déjà propre. On enfile la combinaison, on enfile bien ses gants et puis enfin on peut rentrer à l'intérieur de cette salle blanche. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle blanche? Parce que c'est un lieu où on va contrôler la taille des poussières et le nombre de poussières. Pour cela, cette salle est en surpression. Il y a un système d'aération que l'on voit ici qui va permettre de faire circuler l'air du haut vers le bas. Donc voilà, on est propre, on peut commencer à travailler. Et dans une salle blanche, il y a différentes zones. Par exemple, ici, on a une zone où on va pouvoir manipuler tout ce qui est liquide. On va dire manipuler les solutions, les acides, les solvants, les bases. Il y a une autre zone ici que je vous décrirai plus tard où on va faire de la lithographie. Il y a une zone ici où on va caractériser les matériaux. D'autres zones où on va pouvoir trouver des microscopes par exemple. Il y a une zone qui est un petit peu séparée de la zone blanche par des parois, qui est une zone grise. Les poussières y sont plus nombreuses qu'en zone blanche, mais nettement moins nombreuses que dans la nature. Cette zone grise permet des échanges entre la partie blanche et la partie grise, sans avoir à enfiler la combinaison. On peut mettre une charlotte ou des surchausses, et puis il y a des espèces de passe-plats et des espèces de gants qui permettent de communiquer avec cette zone. Et donc pour fabriquer du nano, on va faire ce qu'on appelle de la lithographie, et pour cela il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de prendre un échantillon, une surface plane qu'on a bien nettoyée. Deuxième étape, on pose de la résine. Pour ça, on dépose une goutte et on fait tourner très très vite. Ensuite, pour pouvoir donner une forme à cette résine, on va poser un masque par-dessus, exactement comme on peut faire des pochoirs quand on est à l'école. Et à partir de là, on va utiliser un instrument très particulier qui s'appelle un aligneur de masque. Cet aligneur de masque, il produit de la lumière ultraviolette. On dit de la lumière UV. Et la lumière UV, elle va être produite et elle va être bloquée par le masque, mais ne va atteindre que la résine. Cette étape, du coup, l'étape des UV, va permettre d'insoler la résine. Et lorsqu'on enlève le masque, seulement une partie de la résine sera insolée. À ce moment-là, c'est assez facile. On va développer. Développer, ça veut dire quoi? C'est tout simplement, on va tremper l'échantillon dans un bécher avec un solvant, avec un liquide spécial qui va permettre d'enlever la partie de la résine qui a été insolée. Et on se retrouve donc avec 2 couches de résine et au milieu, on peut revoir l'échantillon qu'on avait au départ. La lithographie, en fait, ça s'arrête ici. À partir de là, on a le choix. Première possibilité, on a envie de creuser un trou dans notre échantillon avec cette forme bien particulière. Et pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle la gravure. La gravure, elle se trouve ici, dans cette zone de la salle blanche. Là, il y a un bâti de gravure et ici, il y en a un autre. Ce bâti de gravure, voilà comment est-ce qu'il fonctionne.
On fait le vide d'abord à l'intérieur et puis on introduit un gaz. Ce gaz, il est composé d'atomes qui va être accéléré contre l'échantillon et un petit peu comme des pelles, on va pouvoir enlever la matière là, sur toute la surface de l'échantillon. Étant donné qu'une partie de l'échantillon est cachée par de la résine, on va pouvoir creuser au milieu. Une fois qu'on a fait ça, on enlève la résine et il ne reste plus qu'un trou au milieu de l'échantillon. Une autre possibilité, si on revient en arrière, on trempe à nouveau l'échantillon dans de l'acétone. C'est une étape qu'on appelle le lift-off. La résine s'enlève et il ne reste plus au milieu que cette ligne avec le métal. Si on revient maintenant dans la salle blanche, cette ligne métallique étant toute petite, il faut être sûr qu'on l'a bien déposée, qu'elle a la forme qu'on a souhaitée. Et donc pour cela, on va être obligé de caractériser cette surface. Ça veut dire qu'on va regarder comment elle fonctionne. Pour la caractériser, il y a plein de manières différentes. Et en fonction de ce qu'on a construit, on va choisir un instrument ou un autre. Par exemple ici, si on vient regarder cet instrument-là, il y a ce qu'on appelle un profilomètre. Un profilomètre, c'est un objet, c'est un instrument qui va permettre, avec une pointe, de venir se balader sur la surface et de voir quel est le relief de cette surface. À l'ordinateur, il va y avoir une courbe qui va s'afficher et qui sera comme une courbe de niveau de l'échantillon. Donc on pourra voir si les flancs ici de la forme sont bien droits ou si il y a encore du travail à faire derrière. Une autre manière de caractériser, c'est par exemple d'utiliser, j'ai oublié, un microscope électronique à balayage. Qu'est-ce que c'est qu'un microscope électronique à balayage? C'est un objet, c'est un instrument qui travaille sous vide et qui va produire un faisceau d'électrons. Ce faisceau d'électrons va rebondir sur la surface de l'échantillon, va atterrir dans un détecteur et va donner une image de la surface de l'échantillon. Quand on est en physique, les images de MEB ressemblent plutôt à ça. Des nanotubes de carbone qui sont connectés par des électrodes, du graphène, un cristal photonique ou des électrodes. Il y a d'autres manières de caractériser les surfaces. Par exemple, le STM qu'on voit ici, le microscope à effet tunnel. On l'appelle plus souvent sous son nom anglais Scanning Tunneling Microscope, STM. Le STM, c'est un microscope qui est vraiment très performant. Il va balader une pointe à la surface de l'échantillon à une distance tellement faible que les électrons pourront passer de l'échantillon jusqu'à cette pointe. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir une idée de ce que c'est que la surface. Le STM permet de voir des atomes. Ici, par exemple, on a une image de nanoparticules d'or sur une surface de graphite. La différence ici entre les différentes couleurs, c'est une marche de taille atomique d'une surface de graphite. Les nanoparticules ici font 1 nanomètre environ. Une dernière manière pour caractériser des surfaces, c'est d'utiliser un microscope qu'on appelle le microscope à force atomique, ou l'AFM, Atomic Force Microscope. Ici, par exemple, on voit un physicien en train de régler le laser sur le levier d'un AFM. Un AFM, qu'est-ce que c'est ? C'est un microscope qui possède une pointe placée sur un levier. Et en fait, on va regarder le mouvement de ce levier quand il parcourt la surface de l'échantillon. Et cela va pouvoir donner accès à la topographie de l'échantillon. Par exemple, ici, on voit des nanocylindres qui ont été lithographiés sur une surface de verre. Ici, c'est un autre type d'expérience, on voit des petits brins d'ADN disposés sur une surface de mica. Et donc voilà comment est-ce qu'on fabrique du nano. Mais une fois que le nano est fabriqué, on ne le laisse pas dans la salle blanche. On va pouvoir l'emmener dans plein d'endroits différents, par exemple dans les laboratoires de recherche qui se trouvent dans les universités ou dans les institutions. Par exemple, les gens qui font de la microfluidique se servent beaucoup de la lithographie. La microfluidique, c'est l'idée de faire circuler des liquides dans des tout petits tuyaux.
D'autres gens qui se servent des salles blanches, c'est les gens qui travaillent sur les problèmes de l'optique. Eux, ils essayent de manipuler la lumière à toute petite échelle, à l'échelle nanométrique. Il faut donc qu'ils travaillent sur des objets de taille nanométrique. Un autre exemple de physiciens qui aiment bien les salles blanches et qui y travaillent beaucoup, ce sont les gens qui font de l'électronique. Eux, ils vont essayer de regarder les électrons et les phénomènes de physique quantique. Ces phénomènes de physique quantique ont lieu à toute petite échelle et donc à l'échelle nanométrique. Dans votre téléphone, il y a d'autres choses qu'on fabrique en salle blanche. Par exemple, votre appareil photo. Vous voyez la toute petite lentille de votre téléphone? En fait, il y en a plusieurs à l'intérieur. Ici, on en voit au moins 6. Et pour les fabriquer, on va prendre un moule en silicium dans lequel on va injecter le plastique qui va former ces lentilles. Dans vos téléphones portables, il y a beaucoup d'objets qui sont fabriqués en salle blanche. En recherche fondamentale aussi, on a besoin de ce lieu bien particulier pour pouvoir fabriquer tous les objets qu'on étudiera par la suite. Moi, j'aime bien travailler en salle blanche. J'y fabrique des nano-objets, j'améliore des recettes, j'optimise. Ce que j'aime dans la salle blanche, c'est toute cette communauté qui fait la salle blanche et qui la rend si dynamique et si propice à la créativité.